Bonjour, Cédric Vasseur, vous êtes expert en cybercriminalité. C'est un domaine parfois où on a du mal à percevoir les choses. Est-ce qu'on peut quantifier les problèmes de la cybercriminalité? Est-ce possible? C'est possible. D'ailleurs, on a fait des études, on a fait des sondages assez récents qui exposent que 90% des entreprises, grandes entreprises, sont touchées par des problèmes liés à la sécurité informatique sur l'année 2015. 90%, c'est déjà quand même un grand nombre. C'est énorme. Si on regarde les petites structures, sont un tout petit peu moins touchées, on tombe plutôt dans les 74%. Donc c'est beaucoup et ça représente aussi des sommes phénoménales. Pour les grandes structures, ça représente des millions d'euros. Pour les structures un petit peu plus petites, en cas d'attaque, ça peut atteindre des centaines de milliers d'euros. Mais est-ce que le chiffre inférieur pour les PME n'est pas dû au fait qu'elles s'en aperçoivent moins? Alors oui et non, c'est qu'il y a une manne financière derrière qui est moindre. Et donc voilà, les grosses structures, les grosses entreprises ont beaucoup d'argent, vont intéresser beaucoup plus davantage les pirates. Et lorsqu'ils vont pouvoir faire des virements compte à compte d'une grande société qui a beaucoup d'argent, voilà, ils vont pouvoir prendre plus d'argent que pour une petite société qui a moins d'argent. Ça se comprend. 90% des grosses entreprises ont été attaquées. Est-ce que vous pouvez nous faire une typologie des types d'attaques? Alors, il y en a beaucoup. Moi, je dirais déjà, on a des experts aussi ici qui connaissent un petit peu tous ces domaines-là. Il y a trois familles d'attaques. Déjà, il y a les attaques dites logicielles, les attaques sur le matériel et les attaques sur l'humain. Alors, sur le plan logiciel, le pirate, il y a déjà différents types de pirates, on pourra revenir tout à l'heure si ça vous intéresse. On va dire qu'il va chercher à aller au plus simple. Il ne va pas forcément chercher à créer une usine à gaz pour pouvoir récolter de l'argent, si c'est son objectif. Donc il va essayer d'utiliser des failles de sécurité existantes sur des logiciels ou développer ses propres logiciels qui vont plus ou moins passer inaperçus et pouvoir opérer. Alors l'idéal, c'est de prendre le contrôle de l'ordinateur à distance pour pouvoir faire ce qu'on veut derrière et si possible rester très discret pendant des mois, voire des années. Il y a des cas où ça arrive et pour pouvoir récolter les informations ou l'argent qui l'intéresse. Oui, je fais une parenthèse parce que j'avais lu une fois qu'un célèbre journaliste dans le monde de la cybercriminalité avait lui-même été infecté pendant des années sans s'en apercevoir. Alors, des années, il y en a même un, alors, je ne sais pas si vous faites référence à celui-là, qui a pris contact en fait, avec un pirate qui avait pris le contrôle de son ordinateur à distance. Donc, il l'a interviewé voilà, en direct sur son ordinateur. Donc, l'échange était un peu particulier. A priori, bon, de toute façon, c'est un pirate. On peut s'imaginer qu'il a de mauvaises intentions. J'espère qu'il a vérifié ses comptes en banque. Mais oui, ça arrive. Tout le monde peut être touché, que ce soit des individus, que ce soit des entreprises, des associations. Tout le monde peut être piraté. Et je pense par exemple à Stuxnet, c'est un virus qui a attaqué des centrifugeuses situées en Iran, donc qui concernait le programme nucléaire iranien. Donc ça, c'est en 2007. Et ils ont réussi à faire exploser ces centrifugeuses, plus ou moins les unes après les autres. Et le virus est resté, enfin le malware est resté en dormance pendant des mois. Il a fallu grosso modo, je crois, une année avant qu'on puisse le détecter, savoir exactement ce qu'il était en train de faire là. Parce qu'il ne demandait pas d'argent, etc. Il n'envoyait pas de spam. Donc on se demandait pourquoi ce logiciel-là. Il aura fallu beaucoup de temps pour pouvoir le détecter et pouvoir trouver une parade et savoir à quoi il servait. Et alors, revenons sur la typologie, donc logiciel, matériel et humaine. Voilà, sur l'humain, on parlait aussi de ça tout à l'heure, c'est tout ce qui est ingénierie sociale. C'est vrai que parfois, moi une fois j'ai reçu pour la petite blague un virus manuel. Donc c'était une blague, on m'a envoyé comme ça, on m'a dit voilà, recevez ce petit fichier, envoyez-le à tous vos contacts, puis supprimez, formatez votre disque dur. Voilà, c'est la version manuelle. Alors, dans la vie de tous les jours, ça ne va pas se présenter forcément comme ça, mais on va essayer de se faire passer, par exemple, pour le président, pour quelqu'un de très important, un technicien, voire même un livreur. Il y a des experts, je pense à Kevin Mitnick, qui a un cas d'études, un cas d'école incroyable, qui peut se faire passer un petit peu pour n'importe qui, que ce soit au téléphone ou en se présentant dans l'entreprise, pour essayer de récolter les mots de passe qui, des fois, traînent sur des post-it, pouvoir suivre les gens en track, filature, ou tout simplement se faire passer pour des stagiaires pour essayer de récolter le sésame, c'est-à-dire le mot de passe et, si possible, le contrôle de la société. Il paraît que c'est très simple. Hein, enfin, c'est pas pour réduire son prestige, mais… Alors, en fait, si on regarde par exemple Kevin Mitnick, il a écrit un livre, quand même écrit plusieurs, si je ne dis pas de bêtises, sur le sujet. Il explique que 90% de son travail, c'est sur l'humain et le reste, c'était de la technique. C'est vrai que les gens font facilement confiance dans certains milieux. Voilà, si vous avez quelqu'un, un collègue que vous connaissez depuis des années, qui est à côté de vous, qui demande d'un seul coup un mot de passe pour pouvoir se connecter, ou voilà, on peut ne pas faire attention à ça, ou même un inconnu qui arrive et qui est un petit peu sûr de lui, vous n'êtes pas forcément préparé, bien formé
par rapport à ce type d'attaque humaine, voilà, on peut se laisser déstabiliser et puis après coup se dire que j'ai peut-être fait une bêtise et être l'acteur, être soi-même le pirate de la société sans le vouloir. Sachant que l'arnaque au président passe par ses biais. Vous pouvez rappeler ce qu'est l'arnaque au président? L'arnaque au président, c'est très simple. J'ai reçu un appel de votre patron tout à l'heure qui m'a demandé le mot de passe de votre ordinateur. Voilà, en gros, c'est ça. Avec souvent un vocabulaire assez recherché, donc il va y avoir une analyse aussi avant, si on veut être sûr de son coup, pour utiliser le vocabulaire, pour se faire passer pour un ami, etc. Et être sûr que la personne soit vraiment figée, qu'elle croit à 100% que le message qu'on est en train de lui faire passer, les actions qu'on va lui faire faire sont légitimes. Sachant que les personnes visées sont généralement les comptables qui ont les clés du coffre en quelque sorte. Des comptables, les administrateurs sont peut-être un petit peu plus inquiets, donc ils vont faire plus attention, mais effectivement des comptables, ou ça peut être des fois aussi la secrétaire en fonction de l'endroit où on va essayer de s'introduire, on peut essayer aussi parfois d'aller au plus simple. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a différents types d'acteurs, différents types de pirates. On peut faire aussi une typologie des pirates? Oui, il y a déjà on va parler des plus dangereux, ce sont les crimes organisés. Donc ce sont des criminels qui sont essentiellement attirés par l'argent. Plus il y a d'argent, donc l'informatique, le numérique, ça génère quand même des revenus, plus ils vont être dans ces milieux-là et ils vont essayer de dérober des informations, des fonds, les détourner et également vendre plus offrant ces informations qu'ils ont réussi à capter, mais aussi vendre, pourquoi pas, ou louer des logiciels ou certains types d'attaques. Et voilà, tel jour, telle heure, si vous voulez, je peux faire couler telle société moyennant telle finance. C'est les mêmes structures de crimes organisés qui faisaient ou qui font de la drogue, trafic d'êtres humains. Ils se sont reconvertis ou ce sont des nouveaux acteurs du crime organisé? Alors ils sont nombreux, ils sont de différents types. Il y a des gens qui vont s'intéresser uniquement aux problèmes financiers, l'argent, etc. Et donc ils vont éviter tout le reste qui risquerait de les mettre en avant. Voilà. Et puis après, de l'autre côté, effectivement, il y a des personnes qui travaillent dans des milieux très, très sombres. On parlait de darknet, de choses comme ça, et de la drogue, prostitution, etc. Il y a des milieux un petit peu différents, comme il y a des gens malgré que ce soit des criminels, des gens qui, je pense, ont des visions plus ou moins positives de ce qu'ils font, etc. Donc ils vont se limiter à certains types d'attaques. Mais oui, il y a ça. Ce sont des criminels, on peut s'imaginer des mafias, donc ils font des choses... Alors ceci étant le premier élément, j'ai envie de dire, de la typologie. Ensuite, il y a les activistes, donc ce sont des gens comme Anonymous qui luttent non pas forcément pour de l'argent, mais pour une cause. On a parlé aussi des cyber-terroristes qui, eux, vont également attaquer pour une cause qui va être encore différente de celle des Anonymous. Nous avons aussi les hobbyistes, les passionnés qui découvrent des fois des failles ou qui cherchent à se protéger eux-mêmes et qui vont du coup chercher à se défendre ou attaquer. Il faut déjà être très bon, j'imagine. Oui, ça peut arriver aussi par inadvertance, je dirais, en fonction de ce que l'on fait. On peut dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si je branche ma souris sans fil? Je ne veux pas donner de mauvaise idée, mais si je branche chez la voisine, qu'est-ce qui se passe? Oui, vous pouvez du coup prendre le contrôle de son ordinateur. Voilà, des choses comme ça. C'est pas bête. Je ne vais pas donner de mauvaise idée, mais voilà. Bon. Et ensuite, il y a aussi quand même un acteur qui est très important, ce sont les pays, les gouvernements, l'armée, les militaires, qui développent des outils pour se défendre, mais aussi pour attaquer. On n'arrive pas à faire la différence entre les deux. Donc oui, on fait ça pour se défendre, mais c'est aussi une arme importante pour pouvoir attaquer. Et parmi les personnes aussi qui tentent de nous défendre tous les jours, nous avons les éditeurs de logiciels, tous les acteurs du net qui essayent de faire un Internet plus sûr, plus fiable et en même temps plus performant. Les pays, les gouvernements, c'est intriguant. Le gouvernement français, que fait-il en la matière? Il agit comme tous les gouvernements, après avec plus ou moins d'efficacité dans certains points, par exemple en proposant des formations. Je suis formateur notamment en cybersécurité, donc voilà, c'est quelque chose sur lequel j'interviens. Donc il intervient, il y a l'armée qui développe depuis nombreuses années déjà des outils. Je pense à l'armée, je pense aussi à la gendarmerie nationale, qui s'associe de temps en temps aussi avec le CNRS pour développer des outils performants pour pouvoir détecter des anomalies sur le réseau. Si je suis attaqué, on va dire moi, patron de PME ou de grand groupe, qui dois-je contacter?
Alors, dans un premier temps, ça serait peut-être quand même la police, c'est la réponse officielle. Hein, voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple. Le commissariat de quartier? Mais il vaut mieux. Voilà. Enfin, ça dépend ça dépend de ce que vous avez à cacher aussi sur votre ordinateur. Après, si ce sont juste quelques amis Facebook qui risquent de partir à la dérive, j'ai rien à cacher, ou 2-3 comptes bancaires en France et pas au Panama, là, il n'y aura pas de souci. Mais sinon, si vous avez effectivement une personne qui s'y connaît en cybersécurité, il vaudrait mieux contacter en premier lieu cette personne-là pour pouvoir faire un état des lieux, pour pouvoir redémarrer très rapidement derrière et pouvoir estimer les pertes. Mais je conseillerais quand même les voies légales dans un premier temps, officiellement. Et donc, justement, les voies légales, donc mis à part le commissariat de quartier, quelle autre structure? Je pense à l'ANSSI, je pense à la gendarmerie. Est-ce que vous avez des noms pour nos auditeurs? L'ANSSI, la gendarmerie, la police, il ne faut pas hésiter à les contacter. Que dire de plus? Moi, il faut contacter que ce soit un crime qui ait lieu dans le monde numérique ou qui ait lieu dans le monde physique, il faut utiliser les mêmes intervenants. Quelles sont les évolutions que nous allons connaître dans les 3, 4, 5 années à venir en matière de cybercriminalité? Alors, l'IoT, l'Internet des objets, ça c'est quelque chose, c'est un gros marché. Ce sont des trillions, c'est-à-dire des milliards de milliards qui vont... donc, qu'est-ce que c'est que l'Internet des objets? Ce sont des objets, des stylos, des brosses à dents, etc. qui vont arriver chez vous. Déjà, ces choses-là existent déjà. Vous avez déjà la fourchette qui vibre si vous mangez trop vite, etc. Donc, ça arrive chez vous. Et voilà, comme on essaie de faire des choses rapidement pour faire plaisir à un maximum de personnes en un temps record, on ne s'intéresse pas tout de suite en premier lieu, chose que je conseille, à la sécurité informatique de ces objets-là. Et donc, ça arrive chez vous et on risque d'en faire un usage un petit peu détourné. Ensuite, une chose aussi qui est importante qui arrive, on parle aussi du big data, on parle des ordinateurs quantiques, des choses comme ça. On peut faire des choses merveilleuses avec ces outils-là, mais on peut aussi créer des nouvelles menaces. Notamment, on peut transformer ce genre d'outils en machines pour attaquer des pays, des États, ou décrypter en temps record des disques durs cryptés. Et une chose aussi dans le futur qui va arriver, on parle des voitures connectées, des voitures autonomes, des drones, des choses comme ça qui sont de plus en plus nombreuses et qui risquent d'être piratées, d'avoir un impact dans le monde physique dont on a du mal encore un petit peu à voir ici, mais ça arrive très très vite d'ici 5 ans. Grande chance que tout le monde croise une voiture autonome dans la rue si ce n'est pas encore fait aujourd'hui. Faut-il au baccalauréat un examen en matière de protection des données? Ma question détournée, c'est quel niveau de sensibilisation faut-il faire pour avoir un niveau de protection qui soit suffisant? Alors, déjà, je dirais qu'il faut faire un petit audit de voir quelles sont les informations qui sont confidentielles, prioritaires dans votre façon de fonctionner. Ensuite, étudier au cas par cas le risque le plus conséquent. L'idéal, c'est d'avoir affaire à un formateur qui voit en fonction, c'est un petit peu au cas par cas. Alors pour l'utilisateur de tous les jours, voilà, c'est se connecter à Internet, ne pas ouvrir ses pièces jointes comme ça aveuglément. Lorsqu'il y a des petits avertissements, il faut prendre le temps de les lire. Est-ce qu'on a un antivirus? Non, il faut en installer un. Voilà. C'est des petites choses comme ça qui ne sont pas forcément très compliquées, ne nécessitent pas forcément l'usage l'obtention d'un baccalauréat spécifique par rapport à ça. Mais voilà, c'est des petites choses simples pour les utilisateurs lambda. Après, pour les entreprises, avec des données confidentielles, avec des sommes d'argent phénoménales en jeu derrière, il faut adapter la volumétrie de la protection différemment. Très bien. Cédric, merci beaucoup. De rien, Jérôme.